Donc, comme le disait Mathilde, je vais passer la parole à Alexandra pour la deuxième table ronde. Alors, avec plaisir, on vous propose, donc, avec les acteurs qui sont sur cette deuxième table ronde, de répondre à la question suivante. Comment et pourquoi co-développer une innovation avec des acteurs publics, avec des structures publiques comme le CEATEC, comme l'IFPEN ou encore comme l'IFREMER? Voilà, donc c'est la lourde tâche que vont avoir à répondre aujourd'hui. Donc, les participants qui sont à côté de moi, donc nous avons Emmanuel Ressouk de l'IFREMER qui va se présenter tout de suite après. Et nous avons également Georgia Couchard de l'IFPEN et enfin Pierre Vidal du CEATEC. Voilà, alors si vous voulez bien, on va commencer comme tout à l'heure pour la première table ronde à vous présenter. Donc, je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui vous êtes? Quelle est votre structure? Merci. Donc, je suis correspondant pour la direction de l'innovation de l'IFREMER en région Occitanie et également responsable de la plateforme d'aquaculture expérimentale de l'IFREMER sur la masse. Et donc, l'IFREMER, c'est l'Institut français pour l'exploitation de la mer. C'est un établissement public à caractère économique et commercial, donc un EPIC. Et donc, on est placé sous une double tutelle qui est la tutelle du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur et également du ministère en charge de l'environnement. Donc, on a différents types de collaborations, notamment des collaborations avec, bien sûr, l'État et les ministères et leurs agences dans des missions d'appui aux politiques publiques. On a également des collaborations avec tous les acteurs du monde maritime. Là, donc, c'est plutôt sur le volet au développement socio-économique du monde maritime et sur la partie innovation. Donc, ça, je reviendrai tout à l'heure. Et puis, bien sûr, on a des collaborations avec les acteurs scientifiques et techniques au niveau national, européen et international au sens large. Et puis, bien sûr, avec le grand public. Donc, voilà, et on a trois grands axes qui est donc la recherche, l'appui aux politiques publiques et l'innovation. Et donc, notre périmètre d'intervention, ça est, je me répète un petit peu, mais c'est donc tout ce qui est le monde maritime. Voilà pour la présentation. Après, on reviendra peut-être sur les questions plus en détail, je pense. Très bien. Donc, on va passer à Alexandra. Oui, alors on va continuer maintenant avec l'IFPEN. Georgia, si tu veux bien te présenter, nous dire quelques mots sur qui tu es et la structure que tu représentes. Oui, donc bonjour à tous. Georgia Couchard, moi je suis en charge d'Open Innovation auprès des PME en PACA et Occitanie, à IFP Énergie Nouvelle, donc IFPEN, qui notamment a une offre de soutien technique à l'innovation pour les PME et les startups qui ont des projets d'innovation, qui s'appelle Boost & Link. On déclinera tout à l'heure, on détaillera l'offre Boost & Link. Mais en quelques mots, IFP Énergie Nouvelle, nous, on est un centre de recherche et de développement. On a aussi une offre de formation, puisqu'on a une école qui s'appelle IFP School qui propose un 3e cycle ingénieur. Et puis, on est aussi un groupe industriel, voilà, puisqu'on a un portefeuille d'actifs qui sont soit des filiales, soit des prises de participation. Donc, on a ce statut d'EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial. Et notre mission, c'est de développer des innovations pour les mettre sur le marché et pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et de la mobilité durable et connectée. Donc, en quelques chiffres clés, on est 1700 personnes, donc basées sur 2 sites principalement. Donc, région parisienne, on est à peu près 800 et région lyonnaise, où moi-même je suis basée, on est à peu près 800 aussi. Donc, notre budget est de 280 millions d'euros. Un peu moins de la moitié est financé par l'État. Et le reste provient de valorisation R&D chez nous. Donc ça, c'est assez important.
Cette part de valorisation, elle se traduit sous forme de redevances et de dividendes, hein, puisqu'on est dans le capital d'entreprise, ce que je disais tout à l'heure. Donc là, je vois que les slides s'affichent, vous avez une idée de notre portefeuille. Il faut savoir qu'on est issu du monde pétrolier. Donc on s'appelait avant Institut français du pétrole. Évidemment, on est en plein dans la transition énergétique, et ceci depuis plus de 20 ans. Voilà, l'électrification, le domaine de la mobilité, les énergies nouvelles, les nouvelles technologies d'énergie. Je pense que j'ai balayé un petit peu notre activité. Et puis tout à l'heure, on parlera de notre offre d'accompagnement à l'innovation Boostming. C'est parfait. Merci beaucoup, Georgia. On va laisser la parole maintenant à Pierre. Donc, Pierre, si tu veux bien nous dire toi aussi qui tu es, quelle structure tu représentes, et nous dire quelques mots du coup sur le CEATech également. Oui, bonjour à tous. Donc, Pierre Vidal, je suis en charge, moi, des partenariats industriels au sein du CEATech. Donc, le CEA, pour un petit peu résumer, c'est donc le CEA Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. C'est 4 domaines majeurs de recherche autour, bien sûr, de la défense et de l'indépendance du pays, autour également aussi de l'indépendance énergétique avec un volet, bien sûr, nucléaire, mais également aussi autour des énergies renouvelables. Une activité également aussi autour de la recherche fondamentale. Et depuis 1967, on travaille également aussi sur une approche de recherche technologique avec un pôle qui s'appelle la direction de la recherche technologique, aujourd'hui qui a une marque qui s'appelle le CEATech. Aujourd'hui, on est le premier centre de recherche technologique en France avec un vrai moteur de production de brevets, puisqu'on produit pratiquement 700 brevets par an. C'est un portefeuille de près de 7200 familles de brevets actuellement. Au niveau de l'activité du CEATech, c'est 3 instituts de recherche qui sont basés majoritairement à Paris, à Grenoble, donc Saclay et Grenoble, et Chambéry également aussi une petite activité autour des micro et des nanotechnologies avec le LETI, également aussi avec le LITEN autour des technologies des nouvelles énergies et des matériaux, et avec le LIST à Saclay autour également aussi de tout ce qui est numérique, intelligence artificielle, réalité virtuelle. Et depuis 2012, dans la politique justement d'étendre sa compétence et son rayonnement au niveau national, a été développé en fait un institut de diffusion des technologies auprès des acteurs régionaux, qui s'appelle donc CETEREG, dont je fais partie moi actuellement, qui est positionné sur 7 régions, Occitanie, donc au niveau de Toulouse, et également aussi une antenne sur Montpellier. Mais on va retrouver ça également aussi Bordeaux, Nantes, Quimper, Lille, Metz, Cadarache et Nice, et sur lequel en fait on a comme mission de pouvoir apporter et de valoriser la recherche la recherche technologique, mais recherche fondamentale également aussi de nos collaborateurs, afin de favoriser justement la compétitivité des entreprises. Ça, c'est la mission première, création d'emplois également aussi, et puis soutenir également aussi la souveraineté industrielle de la France, en s'appuyant sur la partie recherche fondamentale excellence, la partie également aussi recherche technologique de pointe. Et je crois aujourd'hui, on est un des rares instituts au monde à pouvoir offrir globalement en fait un développement industriel d'une technologie en s'appuyant autant sur le volet recherche fondamentale jusqu'à l'industrialisation de ces produits. Donc, c'est un petit peu, donc après on parlera également aussi des éléments plus précis sur l'aspect innovation. C'est très bien. Juste pour comprendre, donc on vous a présenté brièvement donc, vos 3 structures qui ont donc des lieux d'implantation, pas forcément en région. Par contre, au niveau de la région Occitanie, vous êtes donc les 3 interlocuteurs. Si on veut se rapprocher de quelqu'un en région, c'est bien vous qu'on doit contacter. Hein? Tout à fait, oui. C'est parfait. Très bien. On va rentrer un petit peu plus maintenant dans le détail sur ce que vous proposez. Est-ce que, donc, on va répondre au périmètre géographique, mais au niveau du périmètre d'intervention auprès de la typologie de personnes ou de structures que vous êtes capable de conseiller et d'accompagner, est-ce que vous pouvez nous dire quel type justement de structure ou de personnalité publique ou morale vous accompagnez et privée? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Et quel est le niveau de maturité, peut-être, des projets également que vous accompagnez? Alors, je pense que pour ma part, le périmètre est large, mais au niveau de l'Ifremer, donc on a également une agence de moyens, donc on a
ça je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais on gère toute la flotte océanographique française. Donc on peut accompagner à ce titre-là un certain nombre d'intervenants. On intervient à tout niveau de maturation des projets, donc quel que soit le TRL. Et on essaye mais... Oui, donc nous, on intervient. L'offre boussonique, elle répond déjà à une mission d'intérêt général que nous confie l'État, qui consiste à contribuer à la création d'emplois en France par le renforcement de la compétitivité des entreprises et donc par l'innovation. Donc c'est un peu dans ce cadre-là qu'on intervient en termes de soutien technique. En fait, ce qu'on propose, c'est un partenariat R&D avec un vrai partage des risques techniques et financiers. Alors, ce qu'il faut pour que le dossier soit éligible, il faut d'abord que la PME ou la start-up exprime un besoin technique pour développer une innovation qui a un marché, puisque IFPEN se fait rémunérer uniquement sur le succès commercial de son produit qu'on aura aidé à développer. Alors, par contre, on intervient effectivement aussi à différents niveaux de TRL. Un peu comme le CEA, on a ce savoir-faire, je dirais, d'extrapolation d'une idée de labo jusqu'au démonstrateur industriel. Ça, c'est une des forces, je dirais, d'IFPEN, parce qu'on a des compétences qui sont pluridisciplinaires. Donc, on intervient, quel que soit le secteur d'activité aussi, ça c'est important, de la PME, pourvu qu'il y ait un impact, on va dire, environnemental positif, donc un besoin R&D et un marché. Une preuve commerciale, on va dire, ou d'appétence marché. Alors, il faut qu'il y ait une appétence commerciale, oui, ça c'est des choses qu'on va regarder. Enfin, en fait, il y a une question de bon sens dans les dossiers, parce qu'il y a souvent aussi des PME qui sont au niveau du concept, qui n'a pas forcément les partenaires adéquats pour mettre sur le marché son innovation, parce qu'elle n'en est pas à ce stade-là. Par contre, on va regarder, il faut qu'on croie au projet, en fait, on va regarder si elle a quand même étudié son marché, si elle le connaît. Quels sont les moyens de financement aussi de son projet. Nous, on finance notre part de R&D, mais elle a sa part à financer. Et puis, je dirais aussi, il faut qu'on lui apporte une valeur ajoutée qui soit valorisable dans son produit, qu'on lui fasse gagner du temps ou autre. Ça va être important. Voilà, donc c'est une question de bon sens du dossier dans sa globalité avant que nous, on s'engage dans son projet. Très bien. Pour vous, le CEATEC, comment ça fonctionne? Alors pour le CEATEC, en fait, initialement, c'est vrai que le CEATEC intervenait énormément auprès du tissu industriel qui était localisé autour de Grenoble et de Saclay, pour la bonne et simple raison, c'est que c'était ces deux pôles de compétences. Et il est vrai que le tissu-là, à ce niveau-là, était plutôt un tissu qui était lié à des gros industriels qui venaient voir le CEA pour développer justement cette souveraineté industrielle française. Et depuis 2012, avec cette idée justement d'étendre notre compétence au niveau de la région, au travers de cet institut de diffusion technologique, à ce moment-là, notre mission a été également aussi d'atteindre les PME et d'essayer de faire un transfert technologique justement de nos compétences et de nos briques technologiques que nous avions développées au sein du CEA auprès de ce tissu de PME. Un petit peu comme l'IFPEN également aussi, en effet, on est positionné de la recherche, en effet, mais l'activité CEATEC pure et dure, au travers de la maturation des briques technologiques, se situe plus justement dans les TRL après le TRL 3, c'est-à-dire la preuve de concept, jusqu'à une maturation liée jusqu'au développement industriel, TRL 5, 6, potentiellement jusqu'à un fait TRL 7. Donc on est un accélérateur justement, parce que de la preuve de concept, recherche à une vraie industrialisation, il y a un vrai gap, il y a une vraie difficulté également aussi pour arriver à faire ce transfert-là. Et nous, on va justement soutenir les sociétés pour leur faciliter ce transfert-là,
en les accompagnant et en développant, en apportant toute notre expertise justement et notre connaissance pour les amener là-dessus. Après, au niveau des secteurs industriels, en effet, on est sur toute thématique. À la différence un petit peu de l'IFREMER qui est en effet très focalisé autour de la mer, ce qui est tout à fait logique par rapport à son thème. Nous, en effet, on va développer des briques technologiques à champ large qui vont pouvoir être utilisées autant dans l'aéronautique que le spatial, que la santé, que l'agroalimentaire, le loisir également aussi, puisqu'on a des projets également aussi autour du sport, par exemple, l'habitat, les énergies de manière globale. Bref, on est sur multisecteurs, multitechnologies, multiplateformes également aussi. On a près de 43 plateformes nationales aujourd'hui, réparties sur tout le territoire, et qui vont travailler autant sur l'aspect développement technologique, mais également aussi accompagnement, validation, maturation également aussi des projets, des produits, des sociétés. Très bien. Alors, on va continuer dans cette table ronde avec une question qui est importante. C'est, du coup, on pourrait se demander quel est l'avantage pour le chef d'entreprise, l'entrepreneur, le porteur de projet qui est intéressé à développer une innovation et un programme de R&D à venir taper à vos portes. Qu'est-ce qu'il va y trouver? Quel est l'avantage plutôt que de lancer cette innovation tout seul dans son coin? En fait, nous, l'entrepreneur a un intérêt à venir nous voir déjà, premièrement, si le marché ne répond pas en fait tout simplement au produit qu'il a pu développer ou qu'il aurait envie de développer, premièrement. Deuxièmement, que potentiellement les bureaux d'études également aussi n'ont pas la capacité à pouvoir justement amener l'industrialisation de ce produit. Donc, on est un petit peu des instituts qui sont là pour être en support sur la partie développement, innovation très, très précoce des produits qu'ils auraient besoin justement à mettre en place. On a une vraie appétence justement à ce transfert technologique et d'amener l'industriel à vraiment vers son marché. Mais positionné là-dessus, on est toujours quand même sur un volet recherche. On n'est pas sur un produit fini à la fin, on est sur un démonstrateur potentiellement en premier type, premier prototype, mais on est également aussi, on peut accompagner l'industriel jusqu'à éventuellement une mise en place sur un marché, mais ce n'est pas quand même notre appétence principalement, on est vraiment sur la main. Pour rebondir un petit peu, il y a aussi une notion de dérisking et aussi de valeur ajoutée à un produit. Faut savoir que dans des centres de R&D, comme le CEA ou l'IFREMER ou IFPEN, il y a des vrais experts qui ont cumulé des dizaines d'années d'expertise. On ne s'en rend pas assez compte quand on vient de l'extérieur, mais ça fait gagner énormément de temps. Ça évite de faire des erreurs. Il y a un vrai savoir-faire derrière. Il y a des moyens d'essai. Alors, qui coûte cher et ce qui fait qu'on a aussi un coût interne assez élevé. Hein. C'est pour ça qu'il faut venir nous chercher vraiment pour nos expertises et des compétences qu'on a en interne. Et après, dans une logique de partenariat aussi, donc ce qu'on propose aux startups et aux PME, ça permet aussi souvent à l'entrepreneur de sortir la tête du guidon d'avancer avec une tierce personne et d'avoir un autre regard sur son projet et voilà, de se poser les bonnes questions au bon moment. Souvent, on jalonne aussi nos projets R&D, ils évoluent. La R&D, c'est jamais figé à l'instant T, donc c'est souvent des partenariats qui évoluent en fonction des résultats et des expériences. Ouais. Et c'est vrai que de développer des partenariats avec des instituts comme les nôtres, ça apporte une belle visibilité pour ces entreprises-là. Donc un peu comme un label quelque part. Et c'est souvent très apprécié des entreprises. Et puis, nous, on accompagne les entreprises également pour les aider, comme tous, je pense, à bien identifier leurs problématiques de recherche, à bien les verbaliser pour, après, nous, pouvoir répondre à cette question de recherche-là et à lever les points de blocage. C'est vrai que, par contre, on veille à ne pas être un plateau technique. Donc, parce qu'on a tous des instituts qui ont de gros moyens, de belles infrastructures. Mais voilà, elles sont faites pour développer et pour répondre à des questions de recherche pouvant amener à l'innovation, comme l'IFREMER. Et voilà, et on se différencie bien de la notion de plateau technique.
Oui, c'est vrai que ça apporte caution aussi des innovations, des produits, d'avoir un partenaire technique, épique derrière. Sinon, c'est toujours intéressant, même pour les dossiers de financement, on en avait parlé. C'est pas un label en tant que tel, mais c'est vrai que ça rassure déjà le chef d'entreprise ou la start-up qui souhaiterait développer en effet son innovation avec des verrous techniques et techno à relever. Mais c'est vrai que nous on le voit en tant que structure d'accompagnement, avoir des partenaires comme vous, ça nous rassure déjà nous aussi dans la croyance du projet. Mais pour aller aussi trouver des financements publics, même privés, c'est vrai que ça rassure beaucoup, je pense, les investisseurs de se dire qu'il y a un partenaire comme vous. Et même des fois, c'est noté dans les petites lignes sur des gros appels à projets. On le voit. Tu veux rebondir peut-être dessus? Justement, également sur le volet investissement. Souvent, les investisseurs, quand on est sur des statuts type PME, petite PME ou start-up, souvent également aussi viennent nous rencontrer pour savoir si on travaille déjà avec une société, qu'est-ce qu'on pense justement du développement potentiel et quelle expertise on peut apporter. Donc, quelque part, ça, en effet, ça crédibilise l'investissement potentiel que peut avoir l'investisseur derrière auprès de la jeune start-up. Donc, ça, c'est vrai que c'est un plus. Comme tu disais d'ailleurs, c'est un vrai dérisquage. On apporte en fait cette chose-là. L'investissement, en fait, souvent dans un développement est très important avec une phase de risque très précoce qui est coûteux, qui est souvent avec des go-no-go. Et si on peut apporter justement au travers d'un accompagnement, au travers potentiellement aussi d'un financement, parce que dans ce cadre-là, on peut trouver des financements qui sont liés soit à nos propres instituts, soit avec des partenaires institutionnels financiers qui pourraient nous accompagner là-dedans, c'est d'arriver à réduire ce coût pour qu'à partir de la phase de dérisquage, l'industriel puisse accélérer dans son développement et puisse à ce moment-là passer sur des étapes vraiment de développement de son activité, de son produit, de son service également. C'est notre échelle. Oui, exactement. Oui, il y a un effet de levier très clairement de pouvoir monter des projets avec des instituts. Ça permet de lever souvent des fonds importants auprès de la région ou de l'État. Et aussi, le fait de travailler avec des grandes structures comme ça permet, je dirais, aussi de bénéficier d'un réseau. Et ça, je pense que c'est aussi important. Alors, ça reste réseau, R&D, etc. Après, on a des filiales, on a des partenaires industriels, etc. Mais c'est aussi bénéfique à ce niveau-là, je pense, pour l'entrepreneur. Alors, tu parlais tout à l'heure, Emmanuel, que tu avais des partenariats ou des expérimentations qui se font notamment au Maroc. Ça veut dire que vous pouvez accompagner certaines startups, certains projets jusqu'à une expérimentation de terrain ou pas? Oui, alors dans le cas du jumelage dont je parlais, c'est un jumelage qui se fait avec France Agrimaire et là, c'est pas l'expérimentation, c'est vraiment du réseau. Mais effectivement, on accompagne certaines entreprises jusqu'à l'expérimentation sur le terrain. On a des infrastructures qui nous permettent de travailler à des échelles importantes, voire des échelles quasiment pré-industrielles, voire pré-industrielles. Même c'est assez fréquent, c'est un peu une des caractéristiques de l'Ifremer, c'est d'avoir des infrastructures de taille industrielle, on va dire. Et donc, on a plusieurs exemples comme ça. Un des qui a été développé sur la plateforme de Palavas, c'est la société Coldet, qui exploite un brevet qui a été développé sur la station de Palavas. Et puis, de ce brevet, donc c'était un thésard qui faisait ce projet, et puis il a développé sa start-up. Et maintenant, c'est une entreprise qui a 10 ans d'existence et qui travaille dans le domaine du traitement de l'eau. Et qui emploie maintenant des salariés. Il y a ce projet-là, il y a des projets, on peut accompagner des projets qui peuvent amener à le développement d'une filière, notamment par exemple en aquaculture, le projet Eau Sud qui est sur le développement des concombres de mer. Donc là, avec une entreprise locale qui est le groupe Marma. Voilà, et donc ça, c'est des projets sur du long terme, parce que le développement d'une filière, c'est une dizaine d'années minimum. Et donc là, on apporte une expertise, un savoir-faire, etc., et un réseau également. Oui, parce que le programme de R&D peut se faire en effet sur plusieurs années. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise peut partir d'une idée, venir vous voir, et puis après, vous allez l'accompagner et à maturer son projet et à passer certains stades, pour qu'on comprenne tous très bien de quoi on parle concrètement. Parce
que je vois de quel exemple tu parles. Donc, ok, très très bien. Et donc, du coup, c'est un programme de R&D qui est assez long. J'imagine que forcément, c'est assez coûteux. Et donc, le chef d'entreprise ou la start-up, le porteur de projet va se dire comment on peut m'accompagner. Donc, technologiquement, je le comprends. Je peux faire appel, en fait, taper à vos portes, etc. Vous allez pouvoir m'accompagner. Mais financièrement, combien ça va me coûter? Est-ce que vous avez en interne des programmes de financement pour pouvoir couvrir une partie du coût du programme de R&D? Alors après, nous, en interne, dans des structures d'accompagnement comme les pépinières, les incubateurs, on a en effet les leviers qu'on peut aller chercher, qui sont des leviers de financement classique de l'innovation, souvent régionaux. Mais est-ce que vous-même, voilà, vous avez l'habitude en effet d'accompagner ou de rediriger ou vos propres dispositifs financiers en interne? Alors, pour nous, on est sur un modèle partenariat où en fait, on ne va pas chercher à financer notre part de R&D. C'est-à-dire qu'on va être capable de la financer sur nos fonds propres. Alors par contre, du coup, on n'est pas sur des projets qui sont longs, on est plutôt sur du court moyen terme, avec des tickets chez nous qui vont de 20 kg euros en ressources R&D jusqu'à 100 kg euros, c'est à peu près la moyenne. Sachant qu'un jour, ingénieur, chez nous, avec nos équipements labo, ça coûte 1 000 euros. Donné. Même si la PME ne paye pas cette R&D sur le coup, elle nous rembourse sur le succès commercial. Faut qu'elle puisse le rembourser. C'est pour ça qu'on s'attache vraiment beaucoup au dossier économique avant de s'engager dans un partenariat R&D. Voilà, donc ça c'est un mode de financement qui permet finalement à la PME ou à la start-up de préserver sa trésorerie et d'aller chercher, de financer sa propre R&D et aller chercher d'autres types de financement, type BPI ou voilà, et d'autres accompagnements. Donc, quand vous dites que vous avancez votre part de R&D, si le programme de R&D est estimé 100 kg euros, allez, voilà, par exemple, truc simple. Oui. Donc, vous, votre partie, ça veut dire quoi votre partie? C'est 100% de ce programme-là, 50%? Alors, on ne finance jamais 100% de la R&D de la PME. C'est-à-dire qu'on est sur un partenariat engageant où chaque partie investit. Parce que si on fait tout pour la PME, on a aussi un gros risque finalement qu'elle n'ait pas la motivation derrière d'industrialiser et de commercialiser. Donc, on se limite à 50% de ses dépenses R&D. En général, c'est vraiment le boosting, c'est le coup de pouce à un instant donné pour débugger des verrous technologiques, pour répondre à des questions et accéder à des expertises finalement que la PME ou la start-up n'a pas intérêt stratégiquement, au moins au moment où elle fait cette demande d'accompagnement, d'investir dans l'embauche d'un ingénieur ou autre sur des compétences qu'elle ne va peut-être pas garder à terme, sur le long terme, pour développer son produit. Donc, je dirais que c'est plutôt là l'intérêt, mais effectivement, en termes de financement, nous, on avance sur nos fonds propres, notre part de R&D. On ne va pas chercher d'autres financements derrière pour financer notre part. C'est un contrat bipartite qui est finalement simple à mettre en œuvre, à condition qu'il y ait une transparence, je dirais, sur le dossier global de la PME. Le porteur de projet de l'innovation va lui se débrouiller avec des dispositifs pour financer sa partie. Voilà, pour éviter d'être trop lourd, on va dire, administrativement sur les financements. On sait que nous, on n'a pas envie de passer beaucoup de temps sur la recherche de financement, sur des petits tickets pour nous. À IFPEN, on a des gros projets de plusieurs millions d'euros. Les projets PME, c'est plutôt des petits projets pour nous. Voilà, on préfère prendre ce risque. Ça répond à la mission aussi, l'intérêt général que nous confie l'État. Très bien. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, un petit peu comme mes collègues, on est aussi un EPIC, nous, donc établissement public d'intérêt commercial également aussi, avec un modèle économique où le CEA Tech, alors le CEA potentiellement est financé en grande partie, en totalité un petit peu par l'État, sauf le CEA Tech qui est financé à hauteur uniquement de 20% par l'État. Le reste, obligatoirement, c'est chercher le financement au travers des partenariats industriels et potentiellement aussi des financements publics que l'on peut avoir, que ce soit français, mais européen également aussi, au travers des collaborations qu'on peut avoir.
Donc, généralement, on fonctionne également aussi sur des temps très courts, nous aussi, au niveau projet, un petit peu comme l'IFPEN. On n'est pas sur des temps longs de recherche, justement fondamentale, ou du temps d'une thèse. On est vraiment sur des projets industriels avec une proposition technique et financière, avec des livrables, avec des go-no-go potentiellement à chaque livrable si nécessaire. Donc, on est sur des fonctionnements qui peuvent être de 3, 4 mois jusqu'à 12, 13, 18 mois éventuellement sur certains projets. Mais on est vraiment sur des liés, bien sûr, au développement de l'entreprise. Et au niveau financement, on est financé, nous, une partie. Alors, dans le cas du CEA Global, c'est l'État qui finance une partie. Le reste, ce sont des partenariats et des financements qui proviennent des industriels. C'est-à-dire que nous, on va pas financer comme un petit peu l'IFPEN en amont notre développement et on ne va pas se servir ou récupérer éventuellement sur la vente des produits ou de ce qui peut être fait. Non, nous, on le fait sous format type prestation, où les industriels financent notre part de R&D, simple, dans un accord bipartite, ou si c'est dans le cadre d'une collaboration avec un financement public qu'il peut avoir, c'est la part qui n'a pas été financée, puisque le CEA ne sera pas financé à 100% des coûts globaux. À ce moment-là, la part qui n'est pas financée sera financée, elle, par l'industriel de son côté. On équilibre sous ce format-là pour, en gros, quelque part être… Alors, ce n'est pas une question d'équilibre, puisqu'en fait, on ne fait pas de marge. Nous, on est financé juste uniquement sur notre activité. Et en effet, un laboratoire de recherche a des coûts connexes qui sont quand même assez importants et lourds. Donc, on a une nécessité, en fait, bien sûr, de travailler là-dessus. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est cher, oui, mais on développe également aussi de l'innovation réellement quand l'industriel en a besoin, sur lequel on peut lui faire accélérer son développement et au final être gagnant. On a également aussi un financement qui est… alors, ça dépend des régions, puisque dans le cas des instituts de transfert de technologie, dans lesquels moi je suis vraiment attaché, certaines régions accompagnent justement ou financent une partie de ces instituts en apportant à ce moment-là des fonds qui sont liés justement à des projets de R&D qu'on peut faire avec les sociétés. On l'a fait en Aura, donc en région Rhône-Alpes, qui avait initié d'ailleurs cette activité, en proposant dans une phase de POC, avec une phase de dérisquage, de dire à l'industriel au travers d'un projet de développement global, la première partie, on peut potentiellement financer une grosse part de cette activité. Alors, pas 100%, c'est aux alentours de… Ça dépend de la taille des entreprises, mais ça peut être entre 20% pour les grosses entreprises, mais ça peut être également aussi jusqu'à, je crois, 60% dans le cas des PME, mais qui permet d'avoir déjà un accompagnement très tôt et très précoce afin de dérisquer et de ne pas justement alourdir l'investissement de l'industriel. On a essayé de faire la même chose en région, Occitanie, en discutant avec la région Occitanie là-dessus, et on a réussi à mettre en place aussi, pareil, un programme de POC PME où on va essayer de financer justement cette phase de dérisquage. Donc, penser le projet de manière globale, et si on identifie une phase qui est complexe, avec des risques importants dans le développement et donc avec un coût d'investissement important pour la société, c'est de se dire comment nous pouvons justement apporter cette part de financement avec, si la société, on arrive à dépasser ce go-no-go, la société s'engage bien sûr à financer tout le reste du programme. Ça, c'est une obligation quelque part. C'est un investissement personnel du CEA et de la région dans ce développement-là. Donc, en contrepartie, bien sûr, l'industriel, lui, s'engage à financer, si on passe cette étape-là, le reste du programme. Est-ce que vous voulez compléter sur ce sujet? Est-ce que vous êtes intéressé à ce qu'on fasse passer certaines slides ou est-ce que on continue et on fera passer les PowerPoint à l'issue de cette conférence? C'est parfait. Alors, la question qui me vient tout de suite, on a commencé avec toi, Emmanuel, à donner quelques exemples concrets. Est-ce qu'on peut continuer là-dessus pour que les participants qui assistent à cette table ronde puissent bien comprendre comment une collaboration peut naître, et avec des exemples très, très concrets? Je commence? Allez. Si tu veux, alors, la parole. J'ai la parole. Alors, en fait, un exemple ou plusieurs, enfin, je peux… Plusieurs, oui, pour qu'on comprenne bien. Alors, les figures, un exemple régional assez intéressant, c'est une société qui s'appelle Diane Bouchage, qui est assez rare, une jolie PME qui est spécialisée dans tout ce qui va être le bouchon en liège reconditionné, reconstruit, qui vend près d'1 milliard de bouchons actuellement dans 45 pays. Donc, c'est un des leaders mondiaux du bouchon pour les vins, pour les spiritueux, pour les pétillants. Et on l'a aidé en fait à 2 étapes de son développement. On l'a aidé en fait très très tôt dans les années 2000, début 2000, sur l'aspect
problématique en fait tout simplement des composés volatiles à l'intérieur en fait du liège et qui donnait cet effet de mauvais goût, de bouchon en fait on appelle au vin. Et donc on a travaillé avec eux justement pour éliminer lors de la production des bouchons, comment éliminer directement pendant la production la molécule ou les molécules qui pouvaient être impliquées là-dedans au travers en fait d'un outil qui s'appelle le CO2 supercritique. Et on les a accompagnés tout simplement à mettre en place un démonstrateur puis à partir de là d'un prototype afin de favoriser cette chose-là. Et donc aujourd'hui, ils passent tous leurs bouchons dans cet outil-là pour justement développer leur commerce. Un autre projet qu'on a développé en 2016 avec eux, c'était justement de qualifier la qualité des bouchons. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas une obligation que le bouchon qui vient du liège soit noble pour qu'il ait les meilleures qualités. Et donc, il y avait une nécessité de reclassifier potentiellement en fait, la qualité des bouchons. Et pour ça, en fait, on a mis en place, par une approche de rayon X, une analyse donc, de la qualité du bouchon directement lors de sa production et également aussi sa potentialité de perméabilité à l'oxygène, qui est un risque dans le cas, par exemple, de la qualité du vin. Et donc, on a mis en place avec des algorithmes mathématiques derrière aussi une nouvelle classification de qualité de ces bouchons qui pourraient être transportés à mon avis, très rapidement vers une phase d'industrialisation et qui, lors de la production des bouchons en ligne, pourraient être analysés en continu pour pouvoir séparer les bouchons de plus ou moins bonne qualité. Voilà donc une présentation d'une entreprise. Après, on a travaillé également aussi avec des groupes comme Airfan, qui est une société toulousaine qui est spécialisée également aussi dans des dispositifs médicaux autour des respirateurs et qui avait, a priori, certaines personnes connaissent là ici, et qui se posait la question se disant respirateur également aussi lié à tout ce qui est apnée du sommeil. Et qui s'est dit qu'il faudrait peut-être développer également aussi un outil non pas complexe, parce qu'aujourd'hui, quand on fait une analyse de l'apnée du sommeil, c'est tout un appareillage assez complexe pour qu'on doit garder toute une nuit, même plusieurs nuits également aussi pour faire les contrôles. Et donc, on a travaillé avec eux sur un bracelet directement, qui va prendre tout simplement la saturation en oxygène au niveau du sang, et qui, pendant des phases justement nocturnes, va permettre de pouvoir arriver à analyser le profil nocturne du patient par rapport à sa saturation et évaluer par des algos mathématiques derrière quelle est son activité, on va dire, et sa situation vis-à-vis de l'apnée du sommeil pour transférer ces informations auprès du médecin qui lui adaptera éventuellement soit un traitement, soit un équipement qui lui permettra de faire ces choses-là. Et donc là, on est arrivé à un TRL7, par exemple, dans ce cadre-là, alors que dans le cas de diamant bouchage, dans le premier cas, on est arrivé jusqu'à un TRL7. Dans le deuxième cas, donc la partie rayon X, on les a laissés à une étape de TRL4. C'est à eux, après ça, derrière, à développer cette activité. Donc voilà, on peut intervenir à différentes étapes de maturation d'un projet et arriver à un état également aussi de développement d'un projet ou d'un produit de manière différente. Un exemple peut-être Oui. un ou deux, comme tu veux. Moi, j'aime bien citer comme exemple la société Rampal-Latour, parce que ça parle un peu à tout le monde, qui fait des savons de Marseille. Je trouve que ce partenariat va apporter un peu tout son sens dans notre mission d'accompagnement et sur l'effet de levier qu'on peut avoir sur une entreprise. Donc, Rampal-Latour nous a consulté pour construire une usine de saponification et de mettre au goût du jour finalement un procédé qui est très ancestral. Voilà, donc derrière, on y a mis de la technologie. On a accompagné la personne qui était en charge du projet de la R&D chez Rampal. À la fois, au tout début, en fait, ils n'avaient aucune expérience R&D. Donc, sur tout l'expérimental avec de la verrerie qu'on leur a donné. Puisque, alors, faut savoir qu'à IFPEN, on a travaillé sur les biocarburants de première génération qui utilisent des huiles. La saponification, ça utilise de l'huile aussi. Donc, nous, on cherchait à éviter le savon et eux, ils cherchaient à le faire. Donc, c'est à peu près la même chimie, etc. On la connaissait. Voilà, donc on leur a donné cette verrerie qui, nous est plus utile puisqu'on est sur la seconde génération. Au début, ça a été un appui qui était assez soutenu.
toutes les semaines, on était avec la responsable R&D chez Rampal, en Teams, en visio, et l'accompagner expérimentalement, etc. Et on l'a accompagné après à développer une unité pilote avant de passer à l'échelle industrielle. Donc voilà. Petit à petit, effectivement, la responsable R&D a pris de la bouteille, comme on dit. Après, on l'a accompagné dans l'extrapolation industrielle. Et donc, on a inauguré ensemble leur première unité industrielle. Faut savoir que ça a été quand même un gain de temps assez conséquent. Ça a eu un effet de levier quand même extrêmement important. On a divisé alors en termes de résultats, on a divisé quand même par 7 les consommations d'énergie. Bon, après, on venait très loin. C'était un procédé ancestral, comme je dis, on goûtait le savon pour savoir s'il restait de la soude. Donc, effectivement, c'était plus facile pour nous. C'était facile d'avoir cet effet de levier. Et on a divisé par 4 les consommations d'eau, parce qu'on consomme beaucoup d'eau. Et il y a eu 2 dépôts de brevets aussi. Après, tout récemment, on a accompagné une société qui s'appelle Birds for Change, pour vous montrer un petit peu la diversité des projets d'accompagnement. Donc, c'est une société qui a développé une innovation qui consiste, c'est une machine qui consiste à éduquer les corneilles à ramasser les déchets avec une machine qui récompense quand le corbeau ou la corneille ramène le déchet. Donc nous, on est intervenu sur la reconnaissance du déchet pour octroyer une récompense. Ça, c'était tout récent qui était bien sympathique. Voilà. Donc, des exemples vraiment très, très divers et des secteurs d'activité finalement auxquels on ne pensait pas au départ. Voilà. Moi, je ne pourrais pas penser en effet venir taper à l'IFEL. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien citer ce type d'exemple parce qu'effectivement, Rampal ne serait pas venu nous voir. Il ne faut pas hésiter. Ils ne sont pas venus nous voir directement. C'est grâce à des structures comme la tienne. Là, c'était Novachim à Marseille qui nous a mis en relation avec Rampal. Mais effectivement, on a besoin de ces relais en région pour diffuser cette offre qui peut être intéressante sur des domaines où on n'est pas forcément attendu. Le diabouchage, c'est pareil. C'est pas. Alors, en tout cas, c'est très, très passionnant de pouvoir discuter avec vous. C'est vrai que nous, en tant que structure d'accompagnement, on adore pouvoir rencontrer des acteurs comme vous parce qu'on sait qu'il y a plein de choses à faire. Donc, on est vraiment très heureux aujourd'hui d'avoir pu animer cette table ronde avec vous. Nous, en tout cas, en tant que structure d'accompagnement, on a des projets d'innovation qu'on vous oriente parce qu'on est convaincus vous pouvez leur apporter énormément. Et puis nous, on pourrait être complémentaires sur d'autres sujets, bien sûr, beaucoup plus transversaux qui consistent à la création d'entreprises, tout simplement, et au développement. Et puis sur le financement également. Je vous propose qu'on conclue, parce que malheureusement, j'aurais plein de questions à vous poser, mais on arrive vraiment sur la fin du timing. On me fait signe pour dire, attention, les rendez-vous B2B vont commencer. Un petit mot de fin, si vous voulez bien, à adresser, je ne sais pas, aux startups, à qui vous avez envie. Un dernier mot pour la fin. Moi, le dernier mot pour la fin, c'est sur 7, on ouvre une structure pour accueillir, pour développer les liens entre l'Ifremer et les entreprises. Et donc, ce sera un open space où les entreprises qui veulent mettre au contact de nos laboratoires de recherche, donc plutôt sur l'écologie marine, pourront le faire en mettant un de leurs cadres ou ingénieurs ou même techniciens physiquement présents au plus près de nos laboratoires pour pouvoir apprendre à se connaître et développer éventuellement des projets ensemble. D'accord, très bien, très intéressant. Ça va ouvrir courant premier semestre 2022. Oui, ça arrive. Donc voilà. C'est parfait, merci beaucoup. Je pense qu'on s'est bien exprimé, non? Juste, effectivement, ne pas hésiter, start-up ou PME, quel que soit votre secteur, nous contacter. Donc, effectivement, moi, je suis en charge des relations PME en PACA Occitanie, mais on rayonne sur toute la France, donc il y a un délégué régional par région, et surtout, ça ne coûte rien de nous appeler. Voilà. Oui, j'engage bien sûr les startups et les PME à venir nous rencontrer. On est au village Baïséa, nous, à Montpellier. On est également, bien sûr, à la Beige, côté Toulouse.
que les gens n'hésitent pas à venir nous rencontrer. S'ils ont des besoins déjà définis ou mal définis, on peut les accompagner au travers justement de l'Open Innovation, parce qu'on a un outil également aussi autour de l'Open Innovation qui permet de pouvoir accélérer ou d'acculturer les gens, parce qu'il y a souvent des PME qui ont perdu en gros l'habitude de faire de l'innovation, et quelque part c'est de les relancer en fait dans cette démarche d'innovation, comment fonctionner au sein de l'entreprise pour amener à un dérisquage bien sûr, mais à identifier, à explorer de nouveaux marchés, de nouveaux produits, de nouveaux services également aussi. Et ça dessus également si on a des outils pour les accompagner dedans. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer, on sera avec plaisir de vous accueillir et d'échanger avec vous. C'est parfait, je crois qu'on a tous la même vision, la même ambition, hein. C'est de pouvoir dire aux chefs d'entreprise, vous êtes porteurs d'innovation, il faut innover, et il y a des acteurs qui sont là pour vous accompagner à différents stades avec leurs compétences. Donc on est vraiment un réseau qui est en Occitanie, très soudé, et je vous remercie vraiment d'être venus. Et ce n'est pas exceptionnel parce que je tiens à le dire, ce sont des acteurs et des interlocuteurs qui sont vraiment dédiés à l'innovation, aux porteurs de projets, et puis vous êtes mobiles, et on le voit aujourd'hui, mais pas qu'aujourd'hui, vous venez très souvent rencontrer nos startups. Donc merci beaucoup. On va se dire au revoir pour ce super événement, donc co-organisé avec la French Tech Méditerranée. N'oubliez pas que ce programme French Tech Central est un programme qui va se déployer sur différents territoires. Donc aujourd'hui, pour une première à Béziers, donc à InnovoSud sur notre catalyseur de synergie. Merci beaucoup donc à la French Tech Med de nous avoir fait confiance et merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui pour cette émission, ce Thé ou la Show en direct d'InnovoSud. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.